Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. 4e partie, suite. Double défi. Hélène, premier semestre 1948. Nous sommes de retour à Saint-Martin le 3 janvier et nous retrouvons tous nos habitudes. Gabriel a déjà eu le droit à une fête d'anniversaire anticipée avec sa famille bavaroise, bien qu'il soit encore bien jeune pour en garder le souvenir. Le 6 janvier, il a cette fois le droit de souffler ses 2 bougies, quoiqu'il ne sache pas encore le faire. C'est justement ce jour-là, précisément au moment du café, que je choisis d'annoncer que j'ai trouvé l'homme de ma vie et que je compte bien l'épouser. Tous les regards se tournent alors vers Armand Desanet, afin de lire sa réaction à ce qui va suivre. « Et je peux savoir qui est l'heureux élu ?» demande-t-il les sourcils froncés. « Évidemment, papa, » répliquai-je laconique. « En outre, tu le connais très bien. » Ma mère, Albertine, André et Paola semblent retenir leur respiration, et Willy serre ma main sous la table avec force. Seul Karl semble imperturbable. « Mais encore, tu peux être plus précise ?» insiste mon père. Je pousse un profond soupir et déglutis avec difficulté. « C'est Willy, papa. »« Willy, vraiment ?» Mon père me fixe d'un air narquois. Se moquerait-il de moi? Il fait comme s'il ne me croyait pas. « Oui, vraiment. Nous nous aimons et je veux l'épouser. »« C'est déjà à cause de lui que tu as conduit René, il y a près de 2 ans ?» poursuit mon père d'un air pincé. « En effet, avouai-je en le regardant droit dans les yeux, afin de lui montrer ma détermination. J'imagine aussi que, comme ton frère, si je te l'interdis, tu passeras outre. Tu préféreras faire tes valises ? » En effet, répétai-je, me faisant l'effet de jouer au perroquet. Tu me prends vraiment pour une bille, Hélène. En fait, vous me prenez tous pour un perdreau de l'année, s'exclame-t-il haut et fort. Une vraie bande de faux culs, tous autant que vous êtes. Sauf un peut-être. Tout le monde se regarde en chien de faïence, se demandant qui a pu vendre la mèche. Oh, rassurez-vous, je m'en suis aperçu tout seul, comme un grand. Personne n'a cafeté. Mais j'avoue que les blagues vaseuses de Karl m'ont aidé à percevoir qu'il y avait un secret. Il y avait aussi beaucoup de messes basses entre toi et maman. Une fois sur la piste, j'ai fait celui qui ne voyait rien, mais je laissais mes oreilles traîner. Puisqu'on me prenait pour une andouille, j'ai fait l'andouille. J'avoue que ma respiration est un peu difficile. Mais mon père a l'air calme. J'attends la suite, droite sur ma chaise. Et comme par hasard, toi et Willy étiez toujours les premiers à l'étable. Pas de lumière dans le salon la nuit lorsque je me lève parfois pour aller aux toilettes, alors que tu avais l'habitude de lire tard le soir. Des regards échangés qui en disent long. Je me demandais quand tu aurais le cran de m'en parler. L'atmosphère autour de moi semble se détendre peu à peu. Albertine affiche un sourire entendu. On dirait que la résistance a laissé des traces dans cette famille. Elle vous a appris à mentir, comme lorsque nous cachions des fugitifs. D'ailleurs, en passant, difficile de ne pas s'apercevoir qu'une des pièces du souterrain semble être occupée régulièrement. Sinon, pourquoi des draps et des couvertures dans un lit qui n'est plus censé servir, puisque la guerre est finie? Sans compter des aménagements récents. Zut, même ça, il l'a vu. Je rougis jusqu'aux oreilles, et Willy n'est pas mieux que moi. Mais mon père se lève brusquement et sort de la salle. Un silence pesant persiste dans la pièce, et nous nous regardons tous les uns les autres. Il revient avec une bouteille. Je crois un moment à une bouteille de cidre, mais il s'agit d'une bouteille de champagne. Puisque nous n'avons pas eu l'occasion de l'ouvrir au jour de l'an, nous avons aujourd'hui 2 bonnes raisons de sabler le champagne. Les 2 ans de Gabriel et le prochain mariage d'Hélène et Willy. Au fait, c'est pour quand ? Demande mon père goguenard. J'en reste comme 2 ronds de flanc, et je ne suis pas la seule. Moi, qui craignais une explosion de colère, je me retrouve face à mon père qui semble plutôt content de sa plaisanterie. Chose étonnante et du jamais vu chez lui.
Nous n'avons pas encore fixé de date, papa. Eh bien, il serait temps d'y songer, les tourtereaux. Et Willy, ce serait bien de laisser le moulin à Karl, pour que Rose puisse s'installer si elle en a envie. Inutile de vous réfugier dans le souterrain quand la grande chambre d'Hélène peut vous accueillir tous les deux. Complètement désarçonnés, nous ne savons quelle attitude adopter. Nous ne nous attendions pas à une telle proposition. Merci, monsieur Desaney, se risque à dire Willy. Pas de quoi, répond mon père en remplissant les flûtes que ma mère s'est empressée de disposer devant lui et qu'elle fait passer à chacun de nous. À vos amours. La main toujours agrippée à celle de Willy, je cherche à capter son regard. Quand ses yeux bleus océan croisent les miens, je fonds littéralement. Nos visages se rapprochent irrésistiblement jusqu'à ce que nos lèvres s'effleurent. Notre baiser me semble timide, mais c'est si bizarre soudain de pouvoir être nous-mêmes alors que mes parents sont présents. Je ne parviens pas à me détendre complètement. La seule chose que je réussis à faire, c'est caresser son beau visage en lui murmurant « Je t'aime ». Willy me répond la même chose en posant son front sur le mien. Il me faut du temps pour intérioriser ce qu'il vient de se passer et l'autorisation de mon père à ce que nous vivions ensemble dans le manoir, sans ne plus avoir à nous cacher pour nous aimer. Nous avons même sa bénédiction pour nous marier. Je n'en reviens toujours pas. Après avoir bu notre flûte de champagne, nous entreprenons de déménager les affaires de Willy, qui pénètre pour la seconde fois dans ma chambre. Je vois à ses mimiques qu'il se remémore ce jour où il a eu si peur de me perdre, comme il me l'a avoué à la suite de notre première nuit ensemble. Je m'empresse de lui faire de la place dans mon armoire. Le transfert des possessions de Willy n'a pas duré très longtemps. Dès que tout est en place, je me serre contre lui et j'ancre mon regard dans le sien. Délicat, il caresse ma taille. Il se retient pour ne pas me sauter dessus, mais je sais qu'il a envie de moi. La réciproque est tout aussi vraie. Je plaque mes lèvres sur les siennes. Nos nez se frôlent. Soudain, il prend mon visage entre ses mains pour un doux baiser auquel je réponds avec passion. Ma langue le titille et réveille en lui le désir, si bien qu'il me fait reculer vers le lit. Il me fait tomber à la renverse et s'insinue entre mes jambes, se presse contre moi. Je gémis lorsque je sens son érection contre mes cuisses qu'il caresse avec délectation. Il se détache de mes lèvres et parcourt mon cou de baisers ardents et humides, pendant que j'ondule sous lui, vibrante de passion. Mon cœur bat à tout rompre, stimulé par le contact de sa bouche. Mes doigts vagabondent jusqu'à son torse, sous sa chemise, traçant les contours de ses pectoraux. Les siens ont déjà déboutonné mon corsage. Sa peau brûlante contre la mienne, je retiens mon souffle, en proie à une pluie d'étincelles qui soudain met le feu aux poudres. L'amour de Willy est une drogue puissante, affolant mon cœur qui tambourine contre ma poitrine, déclenche des salves de frissons dans tout mon corps qui devient fiévreux. Nos corps se moulent l'un contre l'autre, réunis comme deux âmes sœurs. Je ne parviens plus à me contenir, à attendre. Comme s'il avait compris, Willy me débarrasse de mes vêtements, pendant qu'il se déleste de sa chemise. Mes mains glissent sur son torse, son ventre, jusqu'à effleurer la bosse qui déforme son pantalon, provoquant chez lui un gémissement rauque. En un éclair, nous nous retrouvons nus l'un et l'autre, mus par un même désir ardent de goûter à la volupté, de décoller vers le 7e ciel. Notre mariage est finalement fixé au 17 juillet, juste après la fin de l'année scolaire. En attendant, le seul changement qui intervient dans la vie de la ferme est l'installation de Rose au moulin avec Karl. Les villageois ne voient pas tous d'un très bon œil cette cohabitation hors mariage, mais la jeune veuve n'a que faire de leur avis. Elle en a suffisamment bavé avec son premier mari et prétend qu'elle a bien le droit enfin au bonheur et de choisir avec qui elle veut partager sa vie. Pour le mariage, ils verront plus tard. Quant à Karl, il démontre toujours la même bonne humeur. Son français s'est beaucoup amélioré, mais il garde toujours son fort accent qui révèle ses origines. Mais les gens qui l'apprécient s'en moquent royalement. Ils s'accordent à dire que c'est un bon gars, sérieux et travailleur, et c'est tout ce qui compte. La ferme prospère à nouveau, et Roger, ayant recouvré un état de santé satisfaisant, a repris le travail. Toutefois,
il préfère résider dans Saint-Martin. Il est pour l'instant le seul du village avec sa mère, à savoir que Villy et moi allons nous marier. Bien entendu, Solange le sait aussi, mais elle vit à Saint-Saëns. Tous trois ont promis de tenir leur langue. Roger étant revenu et Paola donnant aussi un coup de main pendant qu'Albertine s'occupe de Gabriel, Villy peut grappiller du temps pour se préparer au concours. Mon repas d'anniversaire a été aussi celui de nos fiançailles officielles, et désormais, je pouvais porter la bague que m'avait offert Villy. Mon Villy que je veux gâter aussi pour son anniversaire le 9 mai, pour ses 24 ans. Mais il m'assure que son plus beau cadeau, c'est moi. Il est évident qu'en plus des cadeaux que j'ai prévus, je m'offre à lui avec bonheur comme chaque soir. Albertine, qui occupe la chambre voisine, nous avoue avec un sourire qui en dit long que nos ébats l'ont maintenue éveillée une partie de la nuit, mais que cela lui a rappelé des souvenirs. Ensuite, il a fallu s'occuper de la robe de mariée. Je me serais bien contentée d'un de mes tailleurs, mais maman et Albertine voulaient que je m'habille en vraie mariée, comme elles disent. Elles entendent par là robe longue et voile. Je leur rappelle toutefois que je ne suis plus vierge depuis un bon moment, et que le blanc et les fleurs d'oranger me paraissent inappropriés. Elles finissent par se rendre à mes arguments et acceptent un compromis. Quant à la couturière, je sais à qui m'adresser. Lucie Follet, que je n'ai jamais perdue de vue depuis l'épuration, s'est installée comme couturière à Rouen. C'est donc tout naturellement vers elle que je me tourne pour la réalisation de ma robe de mariée que je veux sobre, bien qu'élégante. Même si le pays se redresse peu à peu, nous sommes toujours en période de rationnement. Madame Follet, la mère de Lucie, me déniche quelques métrages de satin et de tulle ivoire, et suffisamment de dentelle d'Alençon de la même teinte pour le corsage, dont nous devrons nous contenter pour la confection du projet. Comme je sais exactement ce que je veux, le modèle est rapidement esquissé. La robe se composera d'un corsage à manches courtes en dentelle, au décolleté laissant les épaules dénudées, recouvrant un bustier très ajusté en satin et d'une jupe longue bouffante. Le voile de tulle sera fixé à une coiffe en satin recouverte de la même dentelle que le corsage. Les seules choses que je devrais acheter sont les chaussures et les gants, ce qui ne devrait pas demander trop de temps. Nous avons envoyé très tôt des cartes pour faire part de notre mariage à la famille de Villy à Friedrichsdorf, ainsi qu'à celle de Paola à Oberstdorf. J'espère au moins que la famille de Villy pourra venir afin qu'il ne soit pas seul. Il a d'ailleurs demandé à Ursula d'être son témoin avec Karl. Quant à moi, j'ai bien sûr sollicité mon frère André et Solange. Il a fallu aussi demander de nombreux documents en Allemagne. Heureusement, nous l'avons fait dès janvier, car les réponses ont demandé plusieurs mois. Par chance, Villy étant né et ayant été baptisé dans la même ville, à Francfort, nous n'avons pas eu à contacter différents services administratifs dans des villes différentes pour obtenir les documents le concernant. Acte de naissance avec filiation, de baptême et de capacité matrimoniale. Tout avec la traduction par un traducteur assermenté. Nous avons envoyé la liste à Helmut, qui s'est chargé des démarches sur place. Cependant, la ville étant sous occupation américaine, l'oncle Helmut a dû se déplacer plusieurs fois dans les consulats français et américains à Francfort avant que nous ayons une réponse favorable pour notre couple binational. Quand l'administration française donnait son accord, le côté américain refusait. Nous avons bien fait de nous y prendre tôt, car les autorisations nécessaires ne nous parviennent que mi-juin. Heureusement que nous connaissions bien le maire de Saint-Martin, qui avait aussi appuyé notre demande. Nous étions dans les temps pour publier les bans à l'arrivée des documents. C'est aussi à ce moment que j'ai réalisé pourquoi Villy ne songeait pas à retourner dans son pays. Outre le fait que ses deux parents soient décédés, l'Allemagne est pour l'instant un pays qui a été détruit, avec des villes écroulées et des usines dévastées. Divisée en zones d'occupation, elle n'a plus de souveraineté. Alors que le Japon peut conserver son empereur, il n'y a aucune continuité similaire en Allemagne. La guerre totale voulue par Hitler s'est terminée par une dépossession totale, puisque tout le pouvoir, en Allemagne et sur l'Allemagne, revient directement aux Alliés. Pourtant, les choses semblent avancer, même si en France la création d'administrations centrales allemandes
pour les affaires économiques décidée par les Britanniques et les Américains à Potsdam est vue comme l'embryon d'un futur gouvernement allemand centralisé qui peut effrayer certains, il faut bien reconnaître qu'un rapprochement est inévitable et même souhaitable. L'hiver très dur de 1946-1947 avait mis en évidence l'importance du charbon allemand dans la reconstruction de l'Europe occidentale. Et surtout, nos dirigeants prennent conscience que la menace soviétique est plus imminente que le danger allemand. Sous la forte pression américaine, l'idée de la création d'un État ouest-allemand fait son chemin. De Gaulle lui-même n'a-t-il pas dit en 1945 que, l'ennemi ayant été vaincu, le Rhin pouvait reprendre son rôle naturel et historique, celui d'un lien occidental. Le village tout entier découvre notre futur mariage lorsque les bans sont publiés. Bien sûr, les langues vont bon train. Deux boches dans la même famille, le père de Zanet doit s'arracher les cheveux, disent certaines mauvaises langues. Ne leur en déplaise, mon père le vit très bien. Je n'ai aucun mal à imaginer ce que ces mêmes personnes vont déblatérer sur notre compte lorsqu'ils vont voir débarquer un certain nombre d'Allemands en juillet. Albertine ne manque pas de mettre les pieds dans le plat lorsqu'elle entend des propos qui l'ulcèrent pendant le repas qui clôt les fenaisons. Avant de raconter n'importe quoi, vous devriez peut-être mieux vous renseigner et ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Les parents de Willy, comme Willy lui-même, n'ont jamais adhéré au parti nazi, bien au contraire. Ils appartenaient au parti social-démocrate opposé à Hitler. En outre, le grand-père de mon futur petit-fils a été emprisonné comme opposant dans le camp d'Oranienburg dès 1933, où il a contracté la tuberculose qui l'a tué en 1935. Roger sait de quoi je parle, n'est-ce pas, Roger? En effet, c'est là-bas, à Oranienburg-Sachsenhausen, qu'étaient déportés les opposants au régime ainsi qu'à Lichtenburg ou Dachau dès 1933, puis ensuite à Buchenwald à partir de 1937. J'en ai connu, à Buchenwald, qui y était depuis cette époque. Je vous laisse imaginer dans quel état. Facile pour ceux qui m'ont vu à mon retour en 1945. Beaucoup de ces résistants allemands n'en sont pas revenus. Aussitôt, un grand silence s'abat sur la tablée, tant le ton d'Albertine a été tranchant et la réponse de Roger indiscutable. Par la suite, nous n'avons plus entendu quoi que ce soit sur nos Allemands. Nous ignorons si l'objectif de ma grand-mère et de Roger de faire comprendre que tous les Allemands n'étaient pas des nazis est atteint, mais ça a le mérite d'avoir été dit. René, qui s'est marié avec la cousine de Solange en mars, ne s'est pourtant pas gêné pour laisser entendre qu'il y a pourtant bien assez de Français célibataires sans aller épouser un Allemand. Peu importe, l'amour n'a pas de frontières. Ils peuvent tous dire ce qu'ils veulent. Dans l'immédiat, je ne me préoccupe que de notre avenir à deux. Et je vais demander un poste sur Paris ou à proximité, si possible, pour la rentrée 1949. Notre projet est d'être dans les meilleures conditions pour le concours de Willy, voire trouver un travail comme répétiteur ou enseigner auprès de particuliers ou dans un établissement privé en attendant. Je sais pertinemment qu'il veut participer aux dépenses de notre futur ménage. Et si une opportunité de poste d'institutrice là-bas se profile, nous devrons aussi trouver un logement. Willy, juillet 1948. La mi-juillet est arrivée très vite, et nos invités avec, la veille de notre mariage. La famille Neumann s'est déplacée au grand complet en voiture. L'arrivée de la Ford Eiffel noire et blanche, avec des plaques marquées d'un lettrage noir sur fond orange, indiquant une plaque allemande du secteur américain, fait sensation dans le village. Ceci dit, sur ces plaques, seul le sceau de Francfort avec l'aigle peut indiquer une voiture d'outre-Rhin. Tobias, Léo, Sonia et Christina sont venus en train. Les parents de Paola sont restés pour s'occuper des bêtes, car de début mai à mi-septembre, les vaches sont conduites dans les alpages d'Oberstdorf, où elles sont généralement impatientes de retourner, manifestant leur bonheur par leurs oreilles qui remuent et leur queue levée. Paola nous avait expliqué qu'elles portent des petites cloches accrochées à une sangle en cuir qu'elles gardent à vie et qui, par leur musicalité, leur permet de s'orienter au sein du troupeau. Les éleveurs vivent souvent pendant cette période dans des chalets d'alpage, les Enalpen, où ils traient les vaches 2 fois par jour et où ils fabriquent aussi leur fromage, et également du beurre de montagne ou du fromage blanc. Tobias, Léo et Sonia ne vont donc pas pouvoir s'éterniser, car leurs parents ne vont pas pouvoir gérer tout à deux pendant très longtemps. Avec les parents d'Hélène,
Il a fallu s'organiser pour loger nos invités. Albertine a cédé sa chambre à Helmut et Frida, pendant que Léo, Sonia et Christina occupent la chambre d'amis vacante près de celle d'André et Paola. Les célibataires, Tobias, Hermann et sa sœur Ursula, sont hébergés au moulin devenu le logement de Karl et Rose, dont ils font la connaissance. Quant à Albertine, elle s'est installée dans le bureau du rez-de-chaussée sur un des lits remontés du souterrain. Elle prétend être ainsi plus près de la cuisine, son domaine de prédilection. En outre, comme depuis le début du mois il ne fait pas très chaud, nous avons fait de la place dans un des bâtiments pour le vin d'honneur et le repas de mariage. Solange, Rose, Paola et Hélène ont décoré ce lieu pour l'occasion avec force guirlandes en papier, fleurs des champs et lampions. Mon beau-père est transformé depuis qu'il nous a fait marcher le 6 janvier, jour où Malena lui a annoncé ce que nous pensions être une catastrophe pour lui. Ce qui ne l'est manifestement pas. Il se montre jovial auprès d'une Aglaé toujours aussi discrète. Albertine, elle, reste elle-même, chaleureuse. Il y a toutefois un moment de flottement lorsque je lui présente mon oncle Helmut, le fils de son grand amour, Bruno. Mais elle se ressaisit pour accueillir ma famille à bras ouverts. Notre mariage est aussi l'occasion pour ma belle famille de rencontrer les frères de Paola. Après avoir montré à chacun où il allait loger, Karl, Hélène et moi accompagnons nos invités pour une visite de la ferme, depuis le manoir lui-même jusqu'au moulin et au pigeonnier, en passant par les granges, les étables et autres bâtiments. Les discussions vont bon train avec les frères de Paola sur l'élevage, le rendement de lait et tout ce qui s'ensuit. Ma famille ne se montre pas moins curieuse, mais pour des raisons différentes. Elle découvre l'endroit où mon grand-père a passé des moments heureux. Mon oncle, ma tante et mes cousins savent très bien que personne d'autre que moi et Hélène, sans oublier Karl, n'est au courant de l'histoire d'amour d'Albertine. Le 16 au soir est l'occasion d'un premier repas en commun. Albertine, Aglaé et Rose ont passé la journée au fourneau depuis l'heure de la traite du matin, non seulement pour ce premier repas, mais aussi pour s'avancer pour le lendemain. Je suis soulagée que tout se passe bien. Hélène et moi sourions aux anges. Nos mains entrelacées, de voir toutes ces personnes se parler comme si la guerre n'avait jamais existé. Nous savons pourtant qu'il n'en est rien. Cependant, il n'y a ni haine, ni rancœur. Pour certains, c'est leur métier qui les rapproche, pour d'autres, ce sont des centres d'intérêt. Sonia est un peu l'exception par son origine particulière, mais chacun a envie de mieux la connaître. Si elle parle de mieux en mieux allemand, elle a besoin d'un interprète pour converser avec les Français. Toutefois, personne ne veille trop tard. Les voyageurs sont fatigués et ont besoin de repos. Le grand jour est arrivé. Je regarde Malena se réveiller. Nous sommes dispensés de traite, et je peux m'attarder à la caresser. Je me mords la lèvre inférieure et laisse mes doigts se promener sur ses seins. Un léger soupir s'échappe de ses lèvres sur lesquelles je plaque les miennes. Je me laisse emporter par ce baiser sensuel et je l'attire contre moi. Nous roulons jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur le dos. Je dépose une série de baisers sur ses épaules et sur ses petits seins, pendant qu'une de mes mains se fraye un chemin à l'intérieur de ses cuisses. Elle sait que je la désire, et elle est aussi excitée que moi. Ses hanches ondulent vers mon entrejambe, vers mon sexe tendu, que je frotte contre son intimité, ce qui lui arrache un gémissement de désir et de plaisir. « J'ai tellement envie de toi, susurrai-je à son oreille. Elle n'a pas besoin de parler. Nous plongeons tous deux dans l'ivresse du plaisir. Mais ensuite, nous devons nous résoudre à rejoindre tout le monde pour le petit déjeuner. Nous avons encore du travail pour installer planches et tréteaux, recouvrir les tables improvisées avec les nappes extraites de l'armoire normande du salon, amener les caisses de vaisselle et de couverts. Les filles ont dévalisé le jardin d'une partie de ses fleurs pour composer des bouquets. Tout est fin prêt lorsqu'Albertine bat le rappel pour le repas de midi, autour duquel nous ne nous éternisons pas, car chacun doit ensuite aller se vêtir pour la noce. Hélène va se préparer dans la chambre de ses parents, car je ne dois pas voir sa robe avant le mariage. Je me retrouve donc seule dans notre chambre, où viennent me rejoindre mon cousin et mes témoins. Ursula me trouve très chic dans mon costume sombre et ma cravate en soie offerte par Hélène pour mon anniversaire.
Elle ajoute une rose en bouton à ma boutonnière. Tout le monde est paré pour sortir. Le cortège se met en route pour parcourir les 350 et quelques mètres qui nous séparent de la mairie. En tête, au bras de ma tante Frida, je suis suivie par Aglaé avec mon oncle Helmut, André avec Ursula, Karl avec Solange, puis Albertine avec Hermann, suivie de tous les autres. Dans la mairie, je me retrouve seule devant avec les témoins à mes côtés. Il ne manque plus que la mariée et son père. Connaissant Armand et sa rigueur, je sais qu'ils ne vont pas tarder. Je devine qu'ils approchent, au sourire du maire qui me fait face. La voilà enfin, celle qui dans quelques minutes sera ma femme. Mon cœur rate un battement quand elle pénètre dans la petite salle des mariages de la mairie. Herzchen, mon amour, que tu es magnifique, pensais-je. Mon cœur s'emballe. La voir dans cette robe ivoire avec un bustier recouvert de dentelle qui laisse ses épaules dénudées et moule son corps svelte avec cette longue jupe qui révèle la finesse de sa taille me fait penser à une princesse. Ma princesse. Je remarque que la coiffe à laquelle est fixé son long voile est recouverte de la même dentelle que son corsage. Elle est si belle, ses longs cheveux blonds clairs regroupés dans un chignon bas. Dans ses mains gantées, elle tient le bouquet que je lui ai offert. Un bouquet avec des roses pâles, des valérianes, des hortensias blancs et du chèvrefeuille. Je ne peux détacher mon regard d'elle, hypnotisée par ses yeux d'or sombre qui contrastent avec la couleur des pendants qui se balancent à ses oreilles. Des dormeuses avec des topazes bleus, comme celle de sa bague de fiançailles et qu'Albertine lui a remise ce matin. C'est d'ailleurs la seule chose que j'ai eu le droit de voir avant qu'Hélène aille se préparer. Nous n'avons besoin de parler ni l'un ni l'autre pour nous dire que nous nous aimons. Nous sommes beaucoup plus absorbés l'un par l'autre que par le discours du maire, mais une tape d'Ursula me rappelle à l'ordre. C'est donc attentif que nous écoutons l'édile évoquer le rapprochement franco-allemand que notre famille représente. Enfin, il en vient au fait avec la lecture des articles de loi sur les droits et devoirs des époux et enfin nos consentements devant nos témoins, après lesquels monsieur le maire nous autorise à nous embrasser. Il n'a pas besoin de le répéter. En revanche, Solange doit nous rappeler d'arrêter pour la signature du registre d'état civil. Ça y est, nous sommes mari et femme devant la loi. Reste la cérémonie religieuse. Quelques villageois nous félicitent à la sortie et suivent lorsque le cortège se reforme pour s'acheminer vers l'église toute proche. Je reprends la tête avec Frida, Hélène et son père fermant la marche. Lorsque nous arrivons à l'église, seuls les 5 ou 6 premiers rangs sont encore libres. Les villageois qui nous ont suivis s'installent au fond de l'église pendant que les invités vont s'installer. Logiquement, familles et amis du marié à droite de l'autel, ceux de la mariée à gauche. En réalité, lorsque j'entre dans l'église au bras de Frida, que je laisse à sa place, avant d'aller me placer devant l'autel, je m'aperçois que les frères de Paola et Sonia se sont placés aux côtés de ma famille, pour équilibrer le nombre de personnes d'un côté et de l'autre. Je constate aussi que l'église est pleine. Mon oncle Helmut entre ensuite en compagnie d'Aglaé, la déposant à sa place, à gauche de l'autel, avant de rejoindre son épouse du côté droit. Ensuite, après la procession des enfants de chœur et du prêtre, ma sublime femme entre avec Armand, souriant et fier, montrant à tous que ce mariage le réjouit, contrairement à ce que certains pensent. Hélène et moi sommes dans notre bulle tout au long de la cérémonie, et l'émotion nous submerge tous les deux quand nous échangeons nos alliances. Tout se passe comme dans un rêve. Mais tout est bien réel. Nous sommes mariés devant les hommes et devant l'Éternel. Lorsque nous sortons de l'édifice religieux, rien ne peut effacer notre sourire tant nous sommes heureux. Et les parents d'Hélène qui nous suivent, ainsi que mon oncle et ma tante, le sont autant que nous, sans parler d'Albertine et de nos témoins. Devant l'église, nous posons devant l'objectif du photographe venu immortaliser cet instant, mais aussi pour Hermann et Tobias, qui nous mitraillent avec leur appareil photo. C'est dans un joyeux désordre que tout le monde, les villageois présents compris, rejoint la ferme. Rose et madame Buisson sont partis devant pour sortir les boissons et en cas préparés pour le vin d'honneur. Nous nous trouvons embarqués dans un tourbillon de félicitations,
même de personnes auxquelles je ne me serais pas attendue. Je tiens ma princesse encore plus étroitement enlacée contre moi lorsque je vois approcher René, accompagné de sa jeune épouse Huguette, enceinte de 4 ou 5 mois. Félicitations à tous les deux, prononce-t-il d'un ton qui ne me paraît pas convaincu. Je vois que tu as trouvé celui qu'il te fallait, Hélène. En effet, merci beaucoup, René. Félicitations à vous deux aussi pour le bébé, lui rétorque Hélène avec plus de chaleur qu'il n'en a mis dans son compliment. Le couple s'éloigne de nous et René se dirige vers André, qui semble avoir pris ses distances avec lui depuis quelque temps, pendant qu'Huguette part discuter avec sa cousine Solange. Mon beau-frère regarde dans notre direction pendant que René lui parle. Lorsque toutes les personnes qui ne participent pas au repas de noces sont parties, André vient vers nous. « Alors, les amoureux, toujours collés l'un à l'autre? Tu sais que tu peux lâcher ma sœur maintenant, Vili. Personne ne te la prendra, et elle n'a pas non plus envie de s'échapper. »« Mais moi, je ne veux pas qu'il me lâche, » s'écrie Hélène, faussement outrée. « Sœurette, tout le monde sait que tu es folle amoureuse de ton boche de mari, même René, et il a bien réalisé que quand tu as refusé de l'épouser, c'est parce que tu aimais déjà Vili. Il a du mal à digérer, mais ça lui passera. Tant mieux. » André me prend ensuite à part. Je me demande bien ce qu'il veut ajouter. « Dis donc, Vili, tu te rends compte du nombre de boutons que tu vas devoir défaire pour déshabiller ta jeune épouse pour votre nuit de noces ?» Mon regard éberlué le fait éclater de rire. Il est vrai que la robe de ma princesse est fermée dans le dos par une ribambelle de petits boutons recouverts de satin. Je suis certain qu'elle en a fait exprès pour te faire languir. Heureusement que tu as pris de nombreux acomptes depuis près de 3 ans. Content de sa blague, il me laisse avec une grande tape dans le dos. Hélène, qui l'a entendu, vient se pendre à mon cou. « Désolée, mon amour, je n'ai pas pensé à ce genre de détails lors de la conception de ma robe. »« Pas grave. Tu es tellement belle dans cette robe, ma princesse. Et puis, tu sais que je suis très patient. » Elle ne me laisse pas finir et m'embrasse langoureusement, à tel point que je vois la tante Élisabeth rougir comme une pivoine sous le regard moqueur d'Albertine. Le repas se déroule dans la joie et la bonne humeur. Les convives ont été placés en respectant le protocole habituel, mais aussi en veillant à ce que chacun puisse converser avec son voisin, ce qui n'est pas si simple lorsque tout le monde ne parle pas la même langue. Ainsi, la tante Élisabeth est à côté de M. Hacheret et peut aussi discuter avec Roger. Si mon cousin Hermann est entre Aglaé et Solange, il peut discuter avec Paola et Karl en face de lui. De même, mon oncle Helmut, qui se retrouve en face d'Albertine, et mon beau-père, peut facilement discuter avec Hélène à sa droite ou avec Ursula qui est à sa gauche, ainsi que Léo, qui est face à ma cousine. Les jeunes couples ne sont pas non plus séparés. En revanche, je trouve qu'Hélène et Paola ont beaucoup insisté pour placer Tobias à côté d'Ursula. Heureusement que nous avons prévu de tout installer dans la grange, car le thermomètre n'a pas dépassé les 17 degrés de la journée. L'ambiance est plus agréable que la température. Le repas concocté par Albertine et toutes ses petites mains est un pur régal, et la musique achève de mettre tout le monde d'accord, surtout les plus jeunes. Et en dehors d'Albertine, des parents d'Hélène, de mon oncle et de ma tante, nous sommes tous âgés de moins de 30 ans. En outre, mes cousins vivant en zone américaine sont venus avec des disques qu'on trouve difficilement en France, si tant est qu'ils nous soient venus à l'idée de les chercher. Évidemment, ça change de Piaf et son accordéoniste, ou de traîner avec sa romance de Paris ou Douce France. Nos parents restent bouche bée devant mes cousins Hermann et Ursula, faisant une démonstration de swing auquel ne tarde pas à se joindre Léo et Sonia, puis Solange entraînant son cousin Roger. Nous nous y mettons aussi avec Hélène. Petit à petit, tous les jeunes swingent avec plus ou moins d'aisance. Les foxtrots rencontrent plus de succès auprès des plus âgés. C'est malgré tout la vie en rose de Piaf qui met tout le monde d'accord, surtout les amoureux. Après ce titre dansé avec ma jeune épouse, nous nous éclipsons discrètement pour notre nuit de noces. Enfin seul. La porte de la chambre refermée, le monde autour de nous n'a plus d'importance. Je me noie dans les yeux d'ambre de Malena, qui m'a dit oui il y a quelques heures. Mari et femme, enfin. Je n'ai Dieu que pour elle, dans sa magnifique robe ivoire. Je repense à notre rencontre, ce jour de juillet 1945.
Dès que je l'ai vu, je suis tombée amoureux, pour de vrai. Très vite, nous nous sommes rapprochés, partageant notre goût commun de la littérature, ne voyant pas le temps passer. Je ne pensais qu'à elle, je rêvais d'elle. Lorsqu'elle est venue dans ma chambre ce soir de décembre, alors que je pensais l'avoir éloignée de moi, j'ai craqué. Je lui ai avoué tout l'amour que je ressentais pour elle, un amour passionnel, réciproque. Malena, la plus belle des femmes sur terre. Elle a toutes les qualités. Intelligente, courageuse, avec un caractère affirmé, mais aussi douce et sensuelle. Depuis presque 3 ans, nous partageons tout. Elle qui avait peur que son inexpérience soit un obstacle, a trouvé d'instinct le moyen de combler mes désirs bien plus que toutes celles que j'avais connues auparavant. Mes mains sont posées sur sa robe de mariée et parcourent son corps à travers le tissu. Je ne m'en lasse pas. Le temps semble s'être arrêté. Seul notre amour compte. Ma femme est sublime et j'ai envie d'elle. Il est vrai que nous avons pris une avance ce matin, mais là, il s'agit de notre nuit de noces et c'est un moment particulier, unique. Je veux prendre mon temps. Chaque baiser, chaque caresse que nous échangeons font monter la température. Nos baisers sont de plus en plus longs et langoureux. J'ai de plus en plus de mal à réprimer mon désir. Ce corps que mes mains parcourent inlassablement m'excite. Hélène est aussi émoustillée. Haletante, elle se tortille lorsque je l'embrasse dans le cou, que je me frotte contre elle. Je sais qu'elle n'est pas dupe et qu'elle sent bien l'érection que je ne parviens pas à maîtriser. N'en pouvant plus, je commence à déboutonner cette robe. André a raison. Il y a vraiment beaucoup de boutons. Je poursuis mes baisers dans son cou et sur ses épaules, mes caresses d'une main pendant que l'autre s'active sur ses satanés boutons afin de dénuder Malena. Bouton après bouton, la peau de ma femme se révèle. L'opération est longue, mais je me délecte de chaque centimètre carré mis à nu, de chaque réaction que j'observe chez Hélène, le moindre tremblement, le moindre changement dans sa respiration. Je me laisse envoûter par son parfum, ses mains qui me caressent. Ma femme me rend fou. Nos lèvres se touchent, nos langues se mêlent en une danse endiablée. Ses mains à elle ne sont pas en reste. Elle parcourt mon corps toujours vêtu. Ses doigts me débarrassent de ma chemise et s'attaquent maintenant à mon pantalon. Enfin, nos 2 corps nus se frôlent et le contact de nos peaux brûlantes ouvre la porte à la recherche de notre plaisir. Nous nous y adonnons avec ardeur une partie de la nuit. Nous avons développé une addiction l'un envers l'autre et aucune envie que ça cesse. Je contemple ma jolie Léna endormie dans mes bras, son corps nu contre le mien, ses cheveux d'or clair étalés sur mon torse. Sous le drap, mon sexe s'érige de nouveau. L'aube filtre à peine à travers les volets entr'ouverts et illumine sa peau légèrement hâlée. Ma beauté. Je ne me lasse pas d'admirer les traits de son visage détendu dans son sommeil, ses longs cils qui jettent une ombre légère sur ses joues, ses lèvres sensuelles, son joli petit nez. Ma main descend doucement le long de son dos. Mes doigts effleurent sa peau veloutée et remontent sur sa hanche, dessinent des cercles sur son ventre plat, puis titillent ses seins. Effet garanti. Elle émerge doucement. « Vili, encore ? Tu n'as pas assouvi tous tes désirs ?» murmure-t-elle encore somnolente. « C'est de ta faute, tu es si belle. J'ai sans cesse envie de toi, » affirmai-je sans complexe. Un sourire tire ses lèvres et ses paupières se soulèvent, révélant ses orbes d'ambre. C'est une obsession. Si tu veux, moi je dirais plutôt que je suis malade. J'ai contracté cette maladie il y a presque 3 ans, et elle est incurable. Et cette maladie a un nom, chérie ? La maladie d'amour, et elle s'aggrave sans pour autant être mortelle. Alors, fais-moi l'amour, Wilhelm Lorenz. Pas besoin de me le dire 2 fois, Madame Lorenz. Willy, 1er semestre 1949. Tous nos invités sont repartis les jours suivant notre mariage. Les Schuster le lundi, car la ferme avait besoin d'eux, les Neumann le mardi. Nous ignorons quand nous pourrons les revoir. Peut-être pendant les vacances d'été 1949, selon les événements.
Pour l'heure, je dois poursuivre mes lectures et mes révisions en vue du concours de l'agrégation. Cette fois, je me suis inscrit au tout début d'octobre. Le concours externe est prévu de la mi-février à la mi-mars 1949. Le 21 février a lieu la composition en allemand sur un sujet de littérature allemande ou un sujet relatif à la civilisation des pays de langue allemande, de 9 h à 16 h. Le lendemain, c'est le tour des épreuves de traduction, thème et version, de 9 h à 15 h. Puis le surlendemain, la composition en français sur un sujet de littérature allemande ou un sujet relatif à la civilisation des pays de langue allemande, de 9 h à 16 h. Je me retrouve dans un petit hôtel à proximité du lieu des épreuves du dimanche soir au mercredi 23 février. 3 longues nuits sans ma femme, une éternité. J'y reviens pour les épreuves orales, qui pour moi ont lieu début mars. J'ai donné tout ce que j'ai pu, et je pense m'en sortir honorablement. Hélène est certaine que je vais réussir, mais elle n'est pas vraiment objective. Une femme amoureuse peut-elle l'être? Cependant, sa confiance me fait du bien. En attendant les résultats, une fois les épreuves terminées, je peux être un peu plus opérationnelle à la ferme. Je dois dire que mon beau-père et mon beau-frère ont été très arrangeants pour que je puisse me préparer au mieux. Hélène a fait sa demande de mutation pour la région parisienne depuis un bon moment, avant même de connaître les résultats du concours. Selon elle, même si j'échoue cette fois, je devrais recommencer, voire faire des études universitaires pour passer licence et maîtrise. J'ai un travail, chérie. Nous pouvons trouver un petit garni pour nous deux. Et toi, tu pourras toujours donner des cours particuliers si tu veux subvenir aux besoins de notre ménage, tout en poursuivant tes études. Tu ne serais pas le premier étudiant à avoir un boulot en parallèle de tes études. Tu es mon ange gardien, Herzchen. J'aimerais tant t'offrir la vie que tu mérites. J'ai déjà la vie que je veux, me répond-elle câline. Être auprès de toi, c'est tout ce que je veux. Depuis le début de l'année, Karl et moi avons le choix de rester en France ou de repartir en Allemagne. Mais nous n'avons l'intention de changer d'avis, ni l'un ni l'autre. Lorsque les résultats du concours tombent, comme par hasard au moment de mon anniversaire, Malena exulte. Je figure parmi les 5 premiers au concours de l'agrégation, externe et interne confondus. Tu vois, Willy, je te l'avais dit. Je vous dois beaucoup, surtout à toi, mais aussi à Solange et à ta famille qui m'a soutenue. Non, mon amour, c'est à ton travail que tu le dois, insiste-t-elle. Et une réussite pareille, se fête. Les femmes de la famille de Zanet se mettent donc au fourneau pour nous concocter un repas de fête. Albertine se montre aussi fière de ma réussite que Malena. Mon petit Willy, maintenant que vous êtes mariés tous les deux et que tu vas enfin pouvoir exercer le métier que tu voulais, tu sais ce qui me ferait plaisir, me chuchote-t-elle à l'oreille. Dis toujours que vous me fassiez un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille. Hélène a bien entendu ce conciliabule entre moi et sa grand-mère. Ça va venir, ne t'inquiète pas, grand-mère. Mais nous voulions que notre situation soit stable avant. Et lorsque je serai enceinte, tu seras la première avertie, assure-t-elle à voix basse. Albertine nous fait un clin d'œil entendu. Nous aussi, nous en avons très envie. Mais avant, nous voulons savoir où nous allons vivre l'année qui vient. Cette année 1949 n'est pas avare de rebondissements en tout genre. À peine 3 semaines après les résultats du concours de l'agrégation, nous apprenons la création de la République fédérale d'Allemagne, regroupant les zones françaises, américaines et britanniques. L'Allemagne est désormais coupée en deux. D'un côté, cette nouvelle RFA, l'Allemagne occidentale, et de l'autre, la zone soviétique, puisque la mésentente s'est installée avec les Russes. Nul doute que bientôt, il y aura une autre Allemagne à l'Est, puisqu'il y a déjà 2 monnaies différentes. Le Deutsche Mark à l'ouest, depuis l'année dernière, et l'Ostmark à l'est. Willy, 3e trimestre 1949. Enfin, à la mi-juin, Hélène a des nouvelles pour sa mutation. Son prochain poste sera à Paris même, dans une école primaire du 18e arrondissement. Il ne nous reste plus qu'à trouver un logement
et cela risque de ne pas être une mince affaire. Dans ce but, nous nous rendons à Paris le jeudi 30 juin, d'une part pour qu'Hélène rencontre son futur directeur, et d'autre part pour prospecter à la fois pour un appartement et pour un établissement privé où je pourrais enseigner. L'école est dans un bâtiment récent, avec une architecture surprenante, avec des façades en briques rouges posées en saillie, adoptant la forme de losange. L'entrée de l'établissement forme une demi-rotonde et un jardin suspendu occupe les terrasses. J'ai le temps de l'observer pendant que j'attends Malena, puis je consulte les petites annonces de François. L'entretien a dû bien se passer, ce dont je ne doutais pas, car elle est tout sourire en sortant. « Mon amour, je crois que c'est notre jour de chance. Mon directeur vient de me donner l'adresse d'un appartement à louer tout près d'ici, à un prix abordable, paraît-il. Tu veux qu'on y aille tout de suite? Peut-être aurons-nous la chance de voir le propriétaire dès aujourd'hui. Je crois que tu as raison. Qui ne tente rien à rien, me rétorque-t-elle. En effet, le fameux logement se trouve à 10 minutes à peine de l'école, dans la rue du Mont-Cenis, dans un immeuble haussmannien avec une cour intérieure fleurie. Par chance, le propriétaire est chez lui. Lorsqu'Hélène se présente et lui annonce qu'elle va enseigner dans l'école primaire toute proche à la rentrée, il montre tout de suite de bonnes dispositions à notre égard. La finaude enfonce le clou lorsqu'elle prétend que je vais aussi enseigner à Paris comme professeur de lycée. 2 enseignants, c'est pour cet homme l'assurance d'un loyer réglé rubis sur l'ongle. Il ne reste plus qu'à visiter les lieux. Nous avons l'heureuse surprise de découvrir que le garni se trouve au rez-de-chaussée avec une fenêtre donnant sur la cour. Il ne fait que 30 à 35 mètres carrés environ, mais pour 2, c'est bien suffisant. Nous mettons une option sur l'appartement et lui promettons de revenir dans les meilleurs délais pour lui verser un loyer d'avance, lui expliquant que nous ne pensions pas trouver un logement aussi rapidement. Cette opportunité de logement à 750 mètres de l'endroit où va enseigner ma ravissante épouse, au pied de la butte Montmartre, nous permet de mieux circonscrire nos recherches d'un lycée privé qui pourrait avoir besoin d'un professeur d'allemand. Mais justement, trouver un établissement s'avère plus compliqué que prévu. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons dénicher ce que je recherche. Nous commençons à nous faire à l'idée que je ne trouverai pas de poste avant la rentrée. C'est avec ce sentiment que nous emménageons à la fin août, après les moissons, pour ne pas faire faux bond à mon beau-père et à mon beau-frère. Une fois sur place, il est plus facile de prospecter les établissements alentours. Résolu à mettre des annonces pour donner des cours particuliers, je me suis aussi inscrit à la Sorbonne pour décrocher les certificats nécessaires pour obtenir la licence de langue vivante option allemand. Les épreuves à préparer me demanderont beaucoup moins de travail que l'agrégation, et ce diplôme me permettra de viser ensuite un doctorat. Car si l'agrégation m'ouvre des portes, elle ne correspond pas à un diplôme, mais est surtout une clé pour un recrutement. Depuis que nous sommes installés dans notre petit nid d'amour de la rue du Mont-Cenis, Hélène et moi avons l'impression d'avoir plus de temps pour nous. Plus besoin de se lever aux aurores pour la traite. Et ce n'est pas la cuisine pour nous deux et le ménage de nos 30 mètres carrés qui nous prennent beaucoup de temps. Finalement, après pas mal de recherches, un des établissements auxquels je me suis présentée se montre intéressé par ma candidature. Il s'agit d'un lycée privé de garçons dans le 17e arrondissement, faubourg des Épinettes, et à une vingtaine de minutes de notre appartement. Je suis ravie de cet intérêt porté à ma candidature, car je me suis bien rendu compte de la désaffection de l'apprentissage de ma langue maternelle, considérée en France comme la langue de l'ennemi. Si après la guerre de 1870, il y avait eu un regain d'intérêt pour l'apprentissage de la langue d'un ennemi dont on pensait pouvoir mieux se prémunir si on en parlait la langue, cet intérêt ne s'était pas confirmé lors de la Première Guerre mondiale et après la victoire de 1918. Et depuis la fin de la guerre, les effectifs d'élèves en allemand avaient continué à baisser. La plupart des Français gardent à l'encontre de l'Allemagne, des Allemands et de leur langue des sentiments très vifs. Les familles sont partagées entre le refus de voir leurs enfants apprendre et parler la langue des nazis et l'idée que comprendre la langue de l'ennemi pourrait être utile lors d'une prochaine guerre. Depuis 1945, après l'augmentation de courte durée liée aux circonstances de l'occupation, il n'y a eu ni effondrement massif, ni augmentation des effectifs d'élèves apprenant l'allemand, mais plutôt la reprise d'une baisse, amorcée dès le premier conflit mondial. Cependant, il existe toujours des besoins.
L'anglais, langue des alliés anglo-américains, suscite en revanche, depuis 1945, un engouement sans précédent. D'une part, du fait du prestige dont jouissent les alliés, mais aussi du fait de causes économiques. La guerre a renversé les courants d'échange et il faut connaître la langue des nouveaux clients ou fournisseurs. Par ailleurs, l'allemand a la réputation d'être une langue difficile, à la grammaire complexe, qui ne peut être maîtrisée qu'au terme d'années d'efforts. Je peux donc comprendre que le choix des familles se porte plutôt sur des langues réputées plus faciles et où l'on espère obtenir plus vite de meilleurs résultats. C'est dans ces termes que je discute de l'enseignement de ma langue avec le directeur du lycée qui me reçoit. Il m'explique que les germanistes, à ce rythme, vont devenir une denrée rare. Selon lui, pourtant, d'ici les années à venir, l'Allemagne va redevenir un partenaire économique comme l'est actuellement l'Angleterre. Le ministère de l'Éducation nationale ne ménage pas ses efforts pour relancer la machine, me dit-il, notamment avec les échanges scolaires depuis l'année dernière, la possibilité offerte aux professeurs de séjourner en Allemagne, l'organisation de colonies de vacances et de camps d'été franco-allemands, l'accueil d'assistants d'allemand, afin de contribuer à améliorer l'image de l'Allemagne et rendre l'allemand plus attractif pour les élèves. L'avenir nous dira si tout cela est payant. En l'écoutant, je pense à ce que m'a dit récemment Jacques Martin, un professeur agrégé d'allemand au lycée Voltaire, rencontré lors du concours. Celui-ci m'a évoqué sa crainte de voir une pénurie de germanistes d'ici quelques années. Aussi m'a-t-il félicité pour ma démarche qu'il estime courageuse. J'évoque avec ce directeur mon souhait de rendre ma langue maternelle attractive pour mes élèves, en leur faisant connaître aussi la culture de mon pays d'origine, bien que les manuels de cette période montrent des orientations plus grammaticales et linguistiques que culturelles. Nous évoquons l'édition de 1946 de Neues Lesebuch, qui présente dans la première partie du manuel de première un tableau de l'histoire de l'Allemagne au siècle dernier, zur deutschen Kulturgeschichte im 19. Jahrhundert, correspondant à la période qui va de la Révolution française à la chute de Bismarck, à partir de textes Goethe, Schiller, von Chamisso, Fichte et Heine. Dans leur ensemble, les manuels ne vont guère au-delà de la Première Guerre mondiale. Et l'Allemagne y est toujours représentée comme un pays rural, champêtre, dont la culture est empreinte de légendes et de mythes romantiques, et somme toute assez éloignée des préoccupations contemporaines. Cependant, Monsieur Lorenz, nous sommes tenus de respecter le programme. Mais je vous fais entièrement confiance pour faire apprécier votre langue à vos futurs élèves. Au vu de votre classement au concours de l'agrégation, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai toujours voulu enseigner. Ma mère était institutrice et mon rêve était d'enseigner le français en Allemagne et la littérature autant allemande que française. La guerre a complètement bouleversé ce projet en m'empêchant de commencer des études universitaires comme je comptais le faire. Aujourd'hui, j'ai choisi de vivre en France et y enseigner ma langue maternelle, car améliorer la communication entre des personnes de langues et de cultures différentes permet une meilleure compréhension des uns et des autres, et aussi de mieux coopérer, d'éviter des conflits. Vaste programme pour un jeune professeur comme vous. Vos résultats à l'agrégation me laissent penser que vous ne vous êtes pas contenté du programme habituel et que vos lectures sont allées au-delà. En effet, mes lectures sont très éclectiques. Outre la littérature classique et moderne en français comme en allemand, je lis beaucoup d'ouvrages philosophiques, notamment sur la pédagogie, l'éthique, la didactique, la psychologie et l'histoire. Mais je m'intéresse aussi à des disciplines plus scientifiques, comme l'anthropologie, la sociologie, la géographie, la physiologie. Le dernier ouvrage que j'ai lu est L'école moderne française de Célestin Freinet. J'ai trouvé son approche intéressante, même si je n'adhère pas à tout. Il y a des idées bonnes à prendre, sans toutefois sous-estimer l'importance de la culture et de l'enracinement historique dans l'enseignement. On sent chez ce pédagogue l'influence de John Dewey. Je vois en effet que vous êtes ouvert à beaucoup de choses. Nous terminons nos échanges sur les aspects pratiques avec le nombre d'heures par semaine de cours auprès des classes de seconde, première et terminale. À mon retour à la maison, ne doutant pas de l'issue de l'entretien, Hélène a déjà mis les petits plats dans les grands, pour fêter ce poste qui va nous permettre de vivre mieux que nous l'espérions. Nous profitons d'être encore en vacances pour aller ensuite nous balader à Montmartre, qui n'est qu'à 10 minutes à pied de notre nouveau domicile. Nous nous arrêtons tous les 10 mètres pour regarder travailler les peintres dans la rue Norvin et sur la place du Tertre, avant de faire une pause pour boire un café
sur la terrasse du Cadet de Gascogne. Nous sommes heureux de musarder enlacés dans ce coin de Paris où on retrouve l'esprit village. Un village particulier, avec ses rues étroites et escarpées, ses longs escaliers. Après une halte à la Maison Rose, un lieu de rencontre pour les artistes, rue de l'Abreuvoir, nous poussons jusqu'au moulin de la Butte, le Blute fin, le moulin Radet et celui de la Galette. Nous avons tant de choses à voir à Paris. Mais nous avons le temps. Nous allons y vivre pendant quelque temps, même si à terme nous souhaitons l'un et l'autre retourner vivre en Normandie. Je suis conscient que le choix de venir dans la capitale a été dicté par l'amour qu'Hélène me porte, afin que je puisse réaliser mon rêve. En contrepartie, nous avons projeté de revenir à Saint-Martin pendant les vacances scolaires. Mais même si Paris est un choix par défaut, nous y sommes heureux parce que nous sommes ensemble.